depuis la semaine dernière, Faure Gnassingbé il y a un recrutement discret dans l'armée. Généralement, quand il y a le recrutement dans l'armée, il y a un communiqué qui est public et tout le monde sait qu'il y a un recrutement dans l'armée. Mais depuis un certain temps, ils sont en train de recruter les gens dans l'armée de façon discrète. On ne sait pas véritablement si ce sont des gens qu'on recrute qui seront des supplétifs, comme on le fait dans les pays du Sahel, comme au Burkina, comme ce qu'on appelle les VDP. Mais ils font quand même un recrutement assez étrange, comme si le pays se préparait à quelque chose. Donc, la semaine dernière, il y a eu des rassemblements à Témédia où les gens ont passé le test, et puis après, il doit y avoir un autre rassemblement, je pense au camp Landja, à Kara. Et donc, il y a ce recrutement un peu bizarre qui se passe dans l'armée, et on recrute même au-delà de l'âge qui était l'âge raisonnable, parce qu'ils prennent les gens jusqu'à 35 ans. On ne sait pas ce qui se passe. Ce sont des supplétifs qui sont en train de recruter. En tout cas, il y a un flou total qui entoure ce recrutement très discret aujourd'hui au niveau de l'armée. Donc, voilà l'image de Témédia, voilà, qui a fuité. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est à Témédia où les gens sont partis pour passer leur test. Donc, voilà, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est des supplétifs qui sont en train de recruter. Quand on a en mémoire ce qui s'est passé en 2005 avec tous ces miliciens qui ont été recrutés, qui ont été armés pour tuer les gens, la question qu'on se pose est de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et quel est ce genre de recrutement discret qu'ils sont en train de faire actuellement au niveau des forces armées togolaises. On continue rapidement dans la rubrique des informations. Madame Adjamagbo, effectivement, vous avez suivi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est moi qui ai donné cette alerte-là. Qui est allée rapidement sur les réseaux sociaux à travers ma liste de diffusion parce qu'on avait nos éléments sur place lorsqu'elle a été chassée, encerclée d'abord dans le lieu où elle était hébergée. Ça, c'est des images d'archives que vous voyez là. Et ensuite, elle a été obligée de quitter la localité. Elle y était en tant que députée pour regarder un peu ce qui ne va pas là-bas, parce que vous savez que la région des Savanes aujourd'hui est une région très sinistrée. Elle était d'ailleurs depuis, et avec la menace des djihadistes, c'est une région qui reçoit beaucoup de financements à travers l'État, mais il y a beaucoup d'argent qui est détourné, et ces financements sont détournés. Il y a des projets qui sont à l'abandon, il y a des projets qui sont très mal faits. Il n'y a pas de l'eau. Vous voyez les images où il n'y a pas d'eau dans toute la zone de Dapaon. Et il y a aussi une pénurie de ciment. Et donc, en tant que députée de la nation, elle est partie dans cette zone-là, avec toutes les autorisations d'ailleurs. Quand elle est arrivée la veille, elle est partie rendre visite aux autorités locales. Il ne se passait absolument rien d'effrayant. Et lorsqu'elle a voulu faire la tournée, ils l'ont bloquée parce qu'il y avait des gens qui se sont mobilisés pour l'amener à faire la tournée dans une espèce de caravane. Donc, ils l'ont bloqué, ils ont infiltré la zone de beaucoup d'agents en civil qui ont arrêté les gens qui ont pris des photos, qui ont effacé les photos sur les téléphones. Et donc, après, ils l'ont contraint avec une escorte suffisamment armée à quitter la ville. Et c'est ça qui est vraiment malheureux parce que Faure, dans ses différents discours, a dit aux Togolais que le régime parlementaire, c'est le régime où tout le monde aura droit à la parole, toutes les critiques seront les bienvenues, l'opposition sera libre pour circuler sur l'ensemble du territoire. Et voilà ce qu'on est en train d'infliger à Mme Adjamagbo. Et ça donne une idée de ce qui attend ceux qui sont encore naïfs et qui pensent que ce régime, après avoir fermé tout l'espace civique, il n'autorise plus les manifestations, il réprime les réunions, il contrôle ceux qui vont dans les hôtels, ceux qui sortent, il contrôle les ONG. C'est naïf de croire que demain, ils vont laisser les partis politiques faire le tour du pays tranquillement sans leur créer des ennuis. Donc, Mme Adjamagbo, elle a été obligée de revenir à Lomé et nous tous, nous devons tirer cette leçon, des leçons de ce qui est arrivé à Mme Adjamagbo et qui montre que ce régime n'est pas prêt d'accepter que les partis politiques puissent circuler librement sur l'ensemble du territoire et mener leurs activités
en toute tranquillité. Et toujours parlant de Dapaon, je parlais de la pénurie de ciment. On a fait un article la semaine dernière sur la pénurie de ciment. Le gouverneur est sorti après pour faire un tour des dépôts de ciment. Il y a les responsables de dépôts qui m'ont envoyé un message. Je vais le lire rapidement. Problème de la vente de ciment dans les savanes. Je lis, c'est ce qu'ils m'ont envoyé comme message. C'était suite à l'article qu'on a publié. À propos du ciment qui a fait l'objet des sorties médiatiques du 16 mars 2026 à Dapaon, des premières autorités. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, madame le maire, est une manœuvre, voilà, que le problème du ciment est une manœuvre d'escroquerie des pauvres populations de savanes. En effet, nous, les commerçants, avions partagé nos difficultés concernant les commandes de ciment avec ces autorités, notamment le gouverneur, le DR du commerce des savanes, depuis plusieurs mois déjà. Il y a un bon moment que la société Simco a limité ses déchargements de ciment au niveau de Kara. Aussi, les magasins de relais de Simtogo ne sont plus approvisionnés dans les savanes. Ainsi, nous sommes contraints de négocier nos commandes à partir de Kara. On nous impose le prix de la tonne qui nous revient autour de 90 000 francs au lieu de 79 000 francs auparavant. Et là encore, il y a d'autres qui sont prêts à payer plus vers les frontières. Avec 79 000 francs, on vendait au prix officiel qui est de 81 000 francs. Mais depuis que le problème est né, le ciment est devenu rare et le prix s'est vu flamber en fonction du prix qu'on arrive à négocier. On se plaint auprès du gouverneur, le DR du commerce, pour qu'il nous aide à résoudre ce problème. Il faut noter qu'il y a eu au moins 3 réunions avec le DR, je pense que c'est le directeur régional du commerce. À notre grande surprise, les autorités n'ont entrepris aucune démarche dans ce sens. Mais le DR a commencé par fermer les magasins de certains en leur infligeant de fortes amendes. Vu les critiques qui se soulèvent, le gouverneur lui-même en personne sort avec le préfet, le maire, accompagné de la TVT pour procéder à la fermeture des magasins de ciment. À l'interview, ils ne nous ont pas laissé le temps d'exposer le problème sur les médias. Même ceux-là qui ont abordé le problème devant le public en accusant les autorités ont vu leur interview écartée sur la TVT, présentée au journal de 20h du 17 mars 2026. On dirait que la sortie du gouverneur avait pour but de renforcer les raquettes de son... voilà, bon, ils ont dit des choses. En réalité, les effets de cette manœuvre retombent sur les pauvres consommateurs qu'on se dit protégés, du fait que le commerçant use de tous les moyens pour récupérer l'amende qu'on lui inflige de façon répétitive. Il y a des témoignages qui confirment que, bon, je passe tout ça. Ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'on est convoqué à la direction régionale du commerce avant de rencontrer le directeur. Il exige qu'on abandonne nos téléphones à l'accueil avant de rentrer dans son bureau. Et la plupart payent leur amende sans recevoir de reçu. Donc, le directeur régional du commerce, il amende les gens, les vendeurs de ciment à Dapaon, il ne leur donne pas de reçu, sous prétexte que ce qu'il a payé n'atteignait pas l'amende exigée. Il faut noter aussi que parmi nous, les commerçants, il y a certains qui sont intouchables parce qu'ils donnent des pots de vin au directeur régional. Et ces boss souhaitent éliminer les petits commerçants débutants que nous sommes. C'est ce qui se passe dans la région des Savanes pour plus appauvrir la population au profit des responsables qui multiplient les chantiers ça et là, au vu, au su en se servant de la loi. Ces autorités ont la possibilité de résoudre ce problème, mais ne le font pas pour des intérêts illicites. Voilà, donc c'est des gens de Dapaon certains qui m'ont envoyé ça. Donc ça c'est... Donc on quitte Dapaon pour revenir où? Pour revenir au délestage. Vous êtes actuellement sous délestage à Lomé sur l'ensemble du territoire parce qu'effectivement, il y a des difficultés. Nous avons fait aussi un très bon article que vous pourrez trouver sur notre site internet cette semaine. Le Togo a dépêché une délégation avec le directeur de la CET au Nigeria auprès de l'autorité de régulation des hydrocarbures, de l'électricité au Nigeria, pour supplier le Nigeria d'augmenter la part qu'ils accordent déjà au Togo. Le Nigeria donnait déjà au Togo 75 mégawatts et donc le Togo veut avoir plus de mégawatts pour juguler les effets actuels. Et donc, on a fait un article pour se poser la question de savoir
pourquoi, après avoir mis beaucoup de milliards dans les projets d'énergie au Togo, des projets qu'on nous a présentés comme des solutions au délaissage qu'on avait connu déjà dans les années 2008, aujourd'hui, le Togo est obligé d'aller mendier encore de l'électricité au Nigeria. Et donc, on a cité les projets Contour Global, qui est un gouffre financier, que Kelly, la centrale de Blita et tout ça. Et tout ça, aujourd'hui, ne règle pas le problème. Et pourtant, le Togo, c'est un petit pays. Le Togo, la population du Togo, c'est la population d'une ville du Nigeria. Et donc, aujourd'hui, on n'est même pas capable d'avoir de l'électricité à temps pour ce petit pays qu'est le Togo aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc, cette délégation est partie au Nigeria et les gens du Nigeria leur ont dit, d'accord, nous sommes disposés à vous donner plus de mégawatts, vous prenez déjà 75, on va augmenter, mais vous devez payer. Vous connaissez les anglophones. Les anglophones, puisque le Togo a déjà des dettes qui sont impayées, beaucoup de milliards qui n'ont pas payé. Et là, maintenant, ils veulent qu'on leur augmente les mégawatt. C'est normal. Les anglophones, ils sont clairs. Donc, vous voulez de l'électricité, il faut déposer l'argent sur la table. Et eux-mêmes, ils l'ont écrit sur un de leurs sites qu'on appelle Togo Fest. Ils ont dit que le Nigeria posait les conditions financières. Ça veut dire qu'il y a un gros souci par rapport aux finances. Donc, il faut que la société paye ses factures au niveau du Nigeria pour avoir plus de l'électricité. Donc, le délaissage a de bons jours devant vous. Et en plus de délaissage, il est fort probable, je dis, il est fort probable, c'est du français que je parle, que le gouvernement procède à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Avec la crise au Moyen-Orient, il y a déjà des difficultés qui se font sentir. Donc, il y a des bruits qui courent que le gouvernement pourrait, je le mets au conditionnel, pourrait, c'est une réflexion qui est en cours, il pourrait augmenter le prix du carburant à la pompe. Donc, ne soyez pas surpris que demain, vous voyez un communiqué sur les réseaux sociaux où on vous dit que le prix du carburant a augmenté à la pompe. Donc, il y a ça aussi qui est dans le tuyau. Il y a des compatriotes qui m'ont envoyé la vidéo du pont d'Anéron, le pont qui enjambe l'embouchure. Et ces compatriotes m'ont dit qu'ils ont observé que le pont commence par avoir des fissures. Bon, moi, je n'ai pas cette vidéo-là. Elle est filmée de façon verticale. C'est vrai que sous le pont, on voit quelques fissures. Il revient, c'est une alerte, je ne sais pas si ce qui se passe sous le pont, mais il revient au service des TP de la localité d'aller regarder un peu si c'est des vraies fissures ou bien c'est juste des petites histoires. Parce que ce pont a été construit en 2015, je ne pense pas des Chinois. Donc, il faut que les responsables des TP là-bas aillent regarder un peu sous le pont si tout va bien ou s'il y a vraiment des soucis. Donc, moi, je passe la vidéo, chacun pourra faire son idée, mais il faut que les responsables se déplacent pour aller regarder le pont là-bas, sous l'embouchure là-bas à Néron. Alors, le dimanche dernier, lorsqu'on faisait le live ici, il y a une délégation togolaise qui s'est rendue au Ghana pour cette histoire de frontières. Voilà, on a fait un article là-dessus. Donc, la délégation s'est rendue à Accra. Il y a eu un balai aérien entre Niamtougou, Lomé et Accra. La première délégation est partie de Niamtougou pour arriver à Accra. Au départ, je pense que les Togolais, selon mes informations, devaient rencontrer les Ghanéens à Tamale. Donc, il y a un aéroport à Tamale, c'est une grande ville, Tamale, et elle n'était pas trop loin de Niamtougou, qui est au nord. Et donc, finalement, les Ghanéens ont demandé aux Togolais d'arriver directement à Accra. Donc, ils sont allés à Accra pour discuter de cette question de la délimitation de la frontière maritime, plus aussi la question, je pense, du Togo britannique. Et donc, dans cette délégation, il y avait le ministre des Affaires étrangères, donc Robert Doucet, il y avait le général Yark, qui était l'ancien ministre de la Sécurité et directeur de cabinet, il y avait le ministre Robert Ekolo, ministre des Mines, il y avait le ministre Tengue, il y avait le ministre de l'administration territoriale, il y avait, je pense,
d'autres personnes, des experts, quelques responsables de renseignement. Et donc, plus des responsables de la société ENI. ENI, c'est une société italienne qui a fait les prospections sur notre côte pour la découverte du pétrole. Donc, le fait que le Ghana ait saisi la Cour internationale d'arbitrage n'exclut pas, selon mes informations, des discussions informelles. Et donc, les Togolais se sont rendus plusieurs fois au Ghana pour échanger avec la partie ghanéenne. Et ça, c'était le week-end, donc samedi et dimanche. Et lundi, Ford même s'est rendu au Ghana. Et il s'est rendu au Ghana avant de prendre la route de Londres après mardi avec son beau-frère Gwingwini. Ils sont rentrés, je pense, jeudi. Et donc, il y a des discussions qui sont en cours. Les Ghanéens, ils sont un peu rodés à la chose parce qu'ils ont eu déjà ce conflit avec la Côte d'Ivoire et ils s'en sont sortis. Mais au Togo, on ne parle pas trop du sujet. C'est devenu comme... c'est géré comme une question de secret défense, alors qu'un sujet comme ça, un chef d'État n'écoute pas seulement les avis de ses ministres. Tantôt, c'est Sanilas Bamouni Baba qui va donner son avis, tantôt c'est Tengue qui va donner son avis, ce sont des avis contraires. Quand vous avez un sujet comme ça qui est d'intérêt national, on met une commission en place composée d'experts pour donner un avis technique à un chef d'État. C'est comme ça. Après, on peut avoir un avis politique, mais la première des choses, c'est de donner un avis technique. Et l'avis technique, seuls les historiens, donc qui ont les archives, les historiens, ceux qui ont traité de ces sujets-là, qui ont des archives, qui peuvent les trouver au Togo, au Ghana et en Allemagne et en Angleterre, c'est les historiens de sortir les archives sur les délimitations des frontières à la base. Ensuite, vous avez les cartographes, je ne sais pas comment vous les appelez, les cartographes, je pense qu'il y en a. Et ensuite, vous avez, je ne sais pas, ceux qui ont fait le droit à la mer, les spécialistes du droit maritime et tout ça. Et donc, ces universitaires, ces experts, c'est eux qui s'asseyent d'abord et qui analysent les documents et donnent un avis technique à un dirigeant. Et puis après, le dirigeant peut recevoir l'avis politique de ses ministres. Mais depuis, on n'entend rien. Je n'ai jamais appris que Faure Gnassingbé a mis une commission en place alors qu'on a plein d'universitaires et que le débat au Ghana, il est public. Au Togo, on n'entend même pas l'Assemblée nationale se mêler. Normalement, comme c'est une question d'intérêt national, l'Assemblée nationale doit écouter les ministres qui ont en charge ce dossier-là, leur poser des questions. Où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que le dossier évolue? Où sont les difficultés? Est-ce que vous avez toutes les cartes, les documents et tout et tout? Si vous ne les avez pas, comment on cherche les documents? Et je crois savoir que Classou, en dehors des motions qu'il a l'habitude de lire, c'est un universitaire. Classou est au département de géographie depuis des années et donc il doit avoir une idée de ce que c'est que l'avis technique des experts. Et donc, lui, en tant que président de l'Assemblée nationale et donc universitaire, c'est lui qui devait normalement dire que, écoutez, il faut qu'on mette une commission en place composée de telle compétences, des historiens, des archivistes, des géographes, des géomorphologues, je ne sais pas comment vous les appelez. Et ces gens-là ont un délai de, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 1 semaine pour donner un avis technique sur la question de la frontière. Et puis après, les politiques peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais là, comme Faure lui-même, il ne sait pas, lui-même, il n'a jamais lu des documents, il ne sait pas ce qu'il fait, donc il écoute seulement ses ministres et ses ministres ont des avis contradictoires. Mais vous irez dans cette affaire-là, les Ghanéens vont vous malmener parce que eux, ils sont habitués à ça. Et eux, ils en ont fait une question d'intérêt national. Ils ont des commissions, ils ont des spécialistes, ils ont des gens qui travaillent, des juristes, des gens chevronnés qui travaillent tous les jours sur la question. Et nous, on se lève, on prend l'avion et puis on va au Ghana et puis on se dit, bon, on va aller demander aux Ghanéens de partager le pétrole 50-50. Et puis eux vont dire, bon, d'accord, comme vous êtes très gentils, venez, on va partager ça, prenez une part, nous aussi on garde une part. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, Faure Gnassingbé était au Ghana lundi à la suite de ses ministres qui étaient le dimanche et le samedi et le dimanche. Et donc, voilà. À Sotobois, et particulièrement dans le canton de Tchébébé, dans un village qu'on appelle Fonda, où il y a eu des affrontements ces derniers temps entre les bouviers et les paysans. Alors, voilà le message que, voilà, le champ des paysans qui était envahi par les bœufs, l'éternel problème de transhumance avec tout ce qui va avec les incidents, les situations vraiment terribles.
voilà ce que les populations disent. Je voudrais vous faire part d'une situation préoccupante actuellement dans le village de Fonda, situé dans le canton de Tchébébé. En effet, plusieurs années, les populations de la localité sont confrontées à une injustice qui ne dit pas son nom. Il s'agit du problème de la transhumance. Les bouviers font venir leurs bœufs qui dévastent toutes les cultures des cultivateurs, et ce, dans une impunité totale. Pire encore, en voulant protester, les jeunes de la localité sont blessés à la machette par les bouviers. Les autorités traditionnelles, malheureusement, font preuve d'une complaisance à l'endroit de ces bouviers-là. Si vous dénoncez ces bouviers à la gendarmerie, par magie, vous devenez le coupable. La situation s'est empirée en début de cette année 2026. En effet, dans le courant du mois de janvier, des bœufs ont encore dévasté beaucoup de cultures des paysans, à savoir le manioc, les plantations de bananiers, le maïs, et j'en passe. La liste est loin d'être exhaustive. Plusieurs paysans ayant été victimes de ces faits ont été une fois encore blessés par ces bouviers. Pour être précis, 5 jeunes ont été victimes, certains avec des coups de machette à la tête, au visage et dans les mains. Nous avons des images vraiment très choquantes qu'on ne peut pas diffuser parce que TikTok peut, ou bien les réseaux peuvent couper les images. On a vraiment des images des blessés avec des coups de coupe à la tête. Vous avez vu la tête des gens fendus par ces bouviers-là. Donc, devant l'inaction des autorités locales, un certain nombre de jeunes pris de colère décident de se venger en abattant cette bœuf. La réaction de ces autorités ne s'est pas fait attendre. Des arrestations en cascade ont commencé. Même les blessés ont été arrêtés. Et le commandant de la brigade de la localité a fait cet aveu. Ce sont les bœufs de vos frères. Qu'est-ce que vous voulez? Un autre soldat renchérit en disant « Vous êtes trop têtus. C'est pourquoi les bouviers s'en prennent à vous. Voilà que vous êtes blessés. Comment allez-vous faire pour prendre soin de vos familles ?» Des rumeurs persistantes font état de ce que les bœufs appartiennent à certaines autorités. Le 2 mars dernier, 5 personnes ont été déférées à la prison civile de Sokoré. Donc, des gens dont les plantations étaient déjà dévastées par les bouviers, c'est eux qui sont devenus coupables et on les a déférés à la prison civile de Sokoré, au rang desquels le président des jeunes de Fonda. Ils sont accusés de groupement de malfaiteurs. Je précise que, bon, voilà. Donc, les jeunes qui ont été déférés, ils m'ont envoyé les noms. Il y a un certain Asia Kajanzi, Alpha Annie Dufey, Alpha Essor Yomewe, Alpha Essor Zimna et puis Alpha Komi. Voilà les 5 jeunes qui ont été déférés à la prison civile de Sokolé, alors qu'ils sont les victimes, leurs champs ont été victimes de cette histoire de transhumance. Je pense qu'il faut régler ce problème une fois pour de bon. Les Béninois ont réglé le problème, d'autres pays ont réglé le problème. Au Togo, ils ont dit qu'ils vont trouver des couloirs pour les bouviers, mais je pense que le problème n'est pas réglé. Et ce problème se pose à l'échelle de tout le pays. C'est sur l'ensemble du pays, de Togo-Comé, où il y a des bœufs qui sont là-bas, jusqu'à Saint-Cassé. Le problème des bœufs qui dévastent les champs des agriculteurs, c'est sur l'ensemble de tout le territoire togolais. Et on sait, et nous le savons tous, que ces bœufs-là appartiennent aux autorités. La plupart de ces bœufs appartiennent aux autorités. Les bouviers, ils ne sont que des gens que les autorités payent pour entretenir ces bœufs-là. C'est pour ça que quand il y a des incidents quelque part, le chef de brigade, le juge, les chefs traditionnels, ils prennent fait et cause pour les bouviers contre les victimes parce qu'ils savent à qui appartiennent les bœufs. Les bœufs appartiennent aux barons. La plupart des bœufs qui dévastent les champs au Togo appartiennent aux barons. Les bouviers, ils sont juste des employés de ces barons-là. Voilà pourquoi ils n'arrivent jamais à régler ce problème de bouviers.